Bonsoir Maître Liénard. Bonsoir. Bonsoir à nouveau. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes l'avocat du policier qui est accusé d'avoir tué Naël. Votre client est ce soir mis en examen pour homicide volontaire. Il est en détention provisoire. Est-ce qu'il comprend d'ailleurs cette détention ? Non, il ne comprend pas. Enfin, il comprend à quoi il sert. Il comprend qu'il sert de fusible, qu'il sert à calmer les émeutiers. Et la réalité, c'est que la pluie calme plus les émeutiers que les décisions de justice. Vous voyez, les émeutiers, ils vont pas se calmer parce que mon policier est en détention. La preuve, ça continue. Parce que ces émeutiers, s'ils réclament la justice, ils l'ont. Le policier est en prison. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Un échafaud ? Ils veulent qu'on lui coupe la tête en place publique ? Non. En fait, ils ne réclament pas la justice. Ils sont juste en train d'exprimer une colère, une haine, comme ils l'ont toujours fait dans des événements de ce genre. L'émeute, elle n'est pas calmée par la décision de justice. Pardon, mais quand vous voyez les images de ce soir et dans ce qui est prévu dans la loi comme raison pour placer quelqu'un en détention provisoire précisément, il y a le risque de trouble à l'ordre public. On y est ce soir. Oui, mais justement, le trouble à l'ordre public devrait s'arrêter dès l'incarcération du client. Vous savez que ce n'est pas si simple, et c'est pas instantané. Et ça n'est pas le cas. Non, mais ça ne va pas les calmer. C'est ce que j'ai plaidé tout à l'heure. Ça ne va pas les calmer. Au contraire, plus vous allez mettre les policiers en détention, plus vous allez taper sur les forces de l'ordre, et plus le désordre va augmenter. Et c'est un mauvais calcul, à mon avis, que d'avoir pris cette décision de détention. Mauvais calcul parce que ça va donner des ailes à ceux qui veulent semer le chaos, et ça va au contraire complètement contraindre les forces de l'ordre dans l'usage de la force. Et donc, les forces de l'ordre, déjà, il y avait le syndrome I don't care, qui était très prégnant en France. Les policiers disent pourquoi est-ce que je me mets en danger pour une justice qui libère les délinquants en permanence et qui affiche une impunité totale. Mais maintenant, non seulement je me mets en danger, mais si j'utilise la force, je vais en prison. C'est moi qui vais en prison. Eh bien, je ne ferai plus rien. Voilà. Et ça... Aujourd'hui, depuis tout à l'heure, des messages comme ça, j'en ai reçu des centaines sur mon téléphone. Maître, quand vous dites ce soir, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent l'échafaud. Est-ce que vous considérez que c'est des paroles qui sont à même, précisément, d'apaiser la situation ? Ce sont des paroles, comment on dit, susceptibles d'être audibles quand on a la mort d'un gamin de 17 ans 2 jours avant ? Vos paroles à vous. Oui, je pose la question. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il y a un père de famille aujourd'hui qui est un type qui s'est levé tous les matins pour défendre l'état de droit et pour défendre les citoyens. Il a commis un acte en une seconde, une fraction de seconde. Il a commis un acte. Peut-être qu'il s'est trompé. La justice le dira. Mais ce garçon, aujourd'hui, il est en prison. Il dort en détention comme le dernier des délinquants, alors que toute sa vie, il l'a consacré au respect de la loi. Et je vois quoi ? Je vois des émeutiers qui continuent, qui n'en ont pas assez. Donc je demande, qu'est-ce que vous voulez ? Au final, est-ce que vraiment vous cherchez la justice ou est-ce que vous cherchez le chaos ? La réponse, nous l'avons tous. Ils ne cherchent pas la justice. Tous ces gens qui affichent justice pour ne cherchent pas la justice. Pablo. Quand vous dites ce que j'ai plaidé tout à l'heure, on va peut-être préciser pour ceux qui nous écoutent. Il y a eu une audience devant le juge des libertés de la détention. Et vous, avocat de votre client, vous l'avez défendu pour qu'il n'aille pas en prison. Juste une précision. Il y a eu deux audiences. Voilà. Deux audiences. En fait, il y a eu une comparution devant 2 juges d'instruction au cours de laquelle nous avons discuté de la mise en examen et de la saisine éventuelle d'un juge de la liberté de la détention. Mon client a été mis en examen. Et ensuite, il y a la comparution devant le juge de la liberté de la détention qui a décidé du placement en détention de mon Et vous avez plaidé pour qu'il n'aille pas en détention. J'ai évidemment plaidé pour qu'il ne soit pas mis en examen, parce que le cadre de la loi a été respecté dans ce tir, aussi choquant qu'il soit. On va y revenir sur les circonstances, évidemment. Simplement, vous allez faire appel de la décision de placement en détention ? Bien évidemment, dès demain matin. Dès demain matin, ouais. Pablo. Oui, mais justement, moi, je voulais revenir sur ce que disait le parquet. Ce matin, le procureur de la République de Nanterre disait que le parquet considérait que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Et vous dites, tout ça, c'est de la politique, le parquet fait de la politique, c'est juste pour apaiser les tensions dans la société ? Alors moi, je suis juriste. Vous êtes auxiliaire de justice, en l'occurrence. J'ai un cadre légal. J'ai une autorisation de la loi et j'ai un magistrat du parquet qui dit les conditions n'ont pas été respectées. Je lui demande lesquelles. Parce que c'est bien de faire une pétition de principe en disant le policier n'était pas dans les clous. Mais il faut me le démontrer. Parce que moi, j'ai une autorisation de la loi qui vaut présomption. Et aujourd'hui, le policier, il est présumé agir dans le cadre de la loi. Et j'attends que le parquet me démontre
qu'il a fauté, et le parquet se contente de dire, à mon sens, les conditions ne sont pas respectées. Et c'est comme ça qu'on met un homme en prison ? Maître Génard. Je trouve juste que l'opprobre que vous jetez en fait sur l'institution judiciaire est particulièrement violente de la part, encore une fois, d'un avocat, c'est-à-dire un auxiliaire de justice. Alors, je ne jette pas l'opprobre sur Là aussi, vous êtes quand même très violent. Vous dites, regardez... Au contraire, je dis qu'il faut respecter la loi. Et la loi, aujourd'hui, elle est mise de côté. Elle est mise de côté parce que il y a la politique. Le président de la République, hier, a dit que le geste était inexcusable, ce qui a un sens quand même très fort. Très fort. Ça veut dire que le policier a commis une faute. Donc, il affiche une violation nette de la présomption d'innocence. Et ensuite, vous avez le parquetier qui dit « les conditions ne sont pas réunies ». Moi, je demande juste quelles conditions, quelle est la condition qui n'a pas été remplie, et je démontre sans difficulté que l'ensemble des prévisions de la loi ont été au contraire réunies. Alors, vous savez très bien, maître, qu'il y a un élément clé dans ce dossier, c'est la vidéo que nous avons tous vue, évidemment, qu'on va revoir ce soir, où on voit ces deux policiers en intervention. Votre client est à droite et c'est lui qui tire. D'ailleurs, il reconnaît avoir tiré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il reconnaît avoir tiré, être l'auteur de cet unique tir qui a été mortel pour Nahel. Pourquoi est-ce qu'il tire ? Il tire pour 3 raisons. La première, c'est parce que son collègue, à ce moment-là, il le voit dans l'habitacle. Et il pense que si la voiture part, elle va entraîner le collègue avec lui. Parce que son collègue est rentré dans l'habitacle par la fenêtre. Par la fenêtre pour essayer d'interpeller le chauffeur. Ce que vous ignorez certainement en voyant cette vidéo, c'est que la voiture est restée à l'arrêt 30 secondes avec les policiers autour. C'est beaucoup. Ils ont lutté pendant 30 secondes pour essayer d'arrêter ce satané véhicule à la conduite folle. Donc, pendant 30 secondes, ils essayent, et à un moment, la voiture va repartir. Mon client voit que la voiture part avec son collègue dedans, et il faut l'arrêter. Deuxième raison, c'est lui-même, mon client, qui est sur le véhicule. Et quand la voiture part, il risque soit de passer sous les roues, s'il glisse, soit d'être écrasé contre le muret qui est à 40 cm de lui. Il y a 40 cm entre la voiture et le muret. Si la voiture part légèrement à gauche, elle l'écrase. Donc, il est en danger. Troisième raison, et là, nous sommes en plein dans les prévisions de la loi, c'est que l'instant d'avant, cette voiture avait manqué d'écraser des piétons et des cyclistes. Si elle poursuit sa route, il est 8h20... C'est un élément, pardon, je précise, qui a été donné également par le procureur aujourd'hui. Tout à fait. Il est 8h20 du matin. Si elle poursuit sa route sur 100 mètres et qu'elle écrase une famille, qui sera responsable ? Vous voyez ? Est-ce qu'il ne fallait pas l'arrêter ? Alors, il fallait l'arrêter. Évidemment, il n'a pas voulu tuer le chauffeur. Il a visé vers le bas. Il pointe son arme vers le bas de la voiture. Il essaye de tirer la jambe du conducteur. Et à ce moment-là, il est poussé. Et on le voit parfaitement sur la vidéo. Il est poussé par la voiture et il se retrouve avec le canon qui monte. Et il déclenche son tir dans une région thoracique qu'il ne souhaitait évidemment pas atteindre. Il traverse le poignet du conducteur et il atteint le conducteur en région thoracique. Ça n'était bien évidemment pas sa volonté. Mais ce geste-là, il était rendu absolument nécessaire. Et aujourd'hui, si je vous demande comment on l'arrêtait la voiture, qu'est-ce qu'on faisait ? Comment on l'arrêtait ? Est-ce qu'on devait l'arrêter d'abord ? Et si on devait l'arrêter, comment on faisait ? Mais vous savez ce que vous répond notamment la famille. C'est-à-dire que pour éventuellement le défaut de permis, et même pour ce qui s'est passé avant, la conduite qui n'était pas réglementaire avant, ça ne valait pas ce tir-là. C'est ce que vous répond la famille aujourd'hui. Oui, ça ne valait pas de mourir, ça ne valait pas ce tir-là. Alors reprenons l'ensemble des personnes qui ont été blessées gravement et tuées par des gens en refus d'obtempérer qui fuyaient la police. Reprenons le nom, il y en a plein. Maître Liénard. Moi, je défends 2 familles de policiers. Les 2 policiers ont été tués. Ils ont été tués à l'occasion de refus d'obtempérer. Parce ils ont décidé de ne pas tirer. Ils ont été tués. Vous voyez, donc le refus d'obtempérer, c'est pas anodin. Quand on a un véhicule de 400 chevaux et qu'on le lance, qu'on a 17 ans, qu'on n'a pas le permis de conduire, qu'on ne sait pas conduire et qu'on le lance dans les rues, évidemment, on prend le risque de mort pour n'importe lequel d'entre nous qui passons sur ce passage. Donc, je pense que, et d'ailleurs c'est pour ça que la loi a été faite, c'est pour éviter que ce type de conduite puisse perdurer et qu'on arrête de mettre en danger les citoyens. Est-ce que votre client, Maître Liénard, a formulé des regrets ? Est-ce qu'il s'est ému des conséquences de son geste sur ce jeune homme de 17 ans et de manière plus générale de l'embrasement que la France connaît aujourd'hui à la suite de ces faits ? Alors, l'embrasement, non, parce que l'embrasement, il n'est pas de son fait.
Mais évidemment, il s'est ému de la mort de ce jeune homme. Les premiers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Et les derniers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Pardon à qui? Pardon à la famille, pardon à ce gamin. Évidemment, il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer les gens, loin de là. Il n'a pas voulu tuer, il n'a vraiment pas voulu tuer. Mais aujourd'hui, il est bien obligé de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est en détention. Et c'est lui qui dort en prison. Donc il est bien obligé de se défendre. Et je suis désolé si je le défends, mais je dois le défendre. Je dois le défendre parce qu'il a le droit d'être défendu, parce que ce qu'il a fait était nécessaire. Au moment où il l'a fait, il a estimé que c'était nécessaire. Et c'est sa position, et sa position, elle est conforme au droit. C'est toujours difficile de faire... Je suis désolé si je le défends. Non, c'est parce que évidemment, depuis, je reçois un nombre considérable de messages de soutien, mais aussi de messages de haine. Donc, je dis à ceux qui me haïssent, je suis désolé, c'est mon métier, et il faut bien quelqu'un pour se lever et le défendre. Maître, encore une fois, on a ces images-là que tout le monde a vues, que le président de la République a vues, que la première ministre a vues, le président qui disait hier inexplicable, inexcusable face au geste de votre client, la première ministre elle-même qui dit que ça ne semble pas conforme aux règles de tir, le procureur dit la même chose. C'est-à-dire que, vu les images que l'on diffuse encore ce soir, on a l'impression qu'on n'a pas vu la même chose, qu'on ne voit pas la même scène avec vous. Mais c'est peut-être parce que vous n'analysez pas les faits, c'est peut-être parce que vous êtes débordé par l'émotion de l'image, comme je l'ai été moi, et comme mon client l'a été. Parce que mon client, il a vu cette vidéo pour la première fois en garde à vue, il a été extrêmement choqué par la violence de cette vidéo, la violence de cette image. Comment est-ce que est-ce que vous pouvez penser une minute que je ne suis pas ému par rapport à cette image où on voit un dépositaire de l'autorité, un policier, qui tue un jeune homme? C'est d'une violence inouïe, cette image qui passe en boucle. C'est d'une violence inouïe, ça nous choque tous. En revanche, sur cette image, on voit bien un véhicule qui part alors qu'un policier est monté dessus, qui risque de l'écraser à tout moment, et on ne voit pas le gymkhana fait avant, on imagine bien le gymkhana qui aurait été fait après. Qu'est-ce que vous répondez au président, à la première ministre, qui ont commenté eux aussi ces images? Alors là, je ne suis pas choqué. Je comprends parfaitement la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de prendre une position qui permette d'éteindre les feux. C'est une position politique et ils étaient dans un impératif politique. Là où je suis choqué, c'est qu'il y a en France la présomption d'innocence. Seul le juge peut juger les gens. Et il n'appartient pas au Premier ministre, au Président de la République ou à n'importe quel ministre ou à n'importe quel dirigeant politique d'émettre un jugement sur des faits qui sont soumis à l'institution judiciaire. C'est à l'institution judiciaire de décider, c'est au juge d'établir les faits, et c'est le sens de notre démocratie et c'est le sens de notre état de droit. Il appartient au juge d'établir les faits, de déterminer si faute il y a ou pas. Et ça, vous voyez, les juges d'instruction se gardent bien de dire « vous êtes fautif ». Ils disent « il y a des indices ». Laissant présumer que vous seriez peut-être fautif. Et il y aura un procès à la fin. Et il y aura un procès à la fin. Mais vous estimez qu'il a commis une faute, le président de la République? Alors, en droit, il a commis une faute. C'est une violation, c'est une faute civile, hein, puisque ça engage sa responsabilité civile. C'est la violation du principe de la présomption d'innocence. À partir du moment où on dit ce policier est inexcusable, ça veut dire qu'il est fautif. Et dire qu'il est fautif, c'est déjà le juger. Et c'est donc déjà une violation de la présomption d'innocence. Maître, pardon, vous avez vu les tensions, vous avez vu l'émotion. Ce qui a provoqué ça aussi, c'est le sentiment que certains ont pu avoir que votre client avait menti dans ses premières déclarations. Et face à vous, les avocats de la famille de Nahel ont d'ailleurs l'intention, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, de déposer plainte pour faux en écriture, en expliquant que les premières déclarations de votre client étaient un mensonge. Le procès verbal. Il disait que la voiture lui fonçait dessus. Oui, alors il se trouve que mon client, il a tiré, il a appelé, des gens sont venus, il a été emmené dans les locaux de l'IGPN, il a été entendu, il n'a jamais rien écrit, jamais rien. Donc le procès verbal, il n'y en a pas. Le faux en écriture publique, il n'y a pas d'écriture. Et tout ça est une hérésie totale. C'est une absurdité. Mais tout le monde rentre là-dedans. Tout le monde dit il y a un faux en écriture. Mais quelle écriture? Il n'a pas pris un stylo, il n'a pas été devant un clavier. Non mais je veux dire, sa déposition, il y a un procès verbal. C'est pas lui qui a écrit le procès verbal, mais il y a un procès verbal de sa première déposition. Mais non, sa première déposition, non, mais quand il a expliqué, non, parce que sa première déposition, c'est une audition libre dans les locaux de l'IGPN. Il n'y a que moi qui étais là et il n'y a que moi qui sache ce qu'il a dit à l'IGPN à ce moment-là. Mon confrère Bouzrou n'en sait rien. Donc vous dites qu'il n'a pas dit que la voiture lui fonçait dessus? Et bien évidemment qu'il ne l'a pas dit. Il a dit qu'il était
le coude sur le capot et l'arme en direction du pare-brise. Au moment où il tire. Donc c'est l'avocat Maître Bouzeroux qui ment. Et c'est la plus élémentaire vérité. Quelqu'un ment. Oui, quelqu'un ment. Oui. Donc Maître Bouzeroux ment. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il colporte des informations qu'on lui a données. Je ne sais pas s'il ment volontairement. J'en sais rien. Je vais certainement pas accuser mon confrère. Il y a une seule version. Il y a une seule version de votre client. Il y a une seule version de mon client. Il a été emmené dans les locaux de l'IGPN. Il a été ensuite emmené à l'hôpital parce qu'il n'allait pas bien. Et ensuite, il a été entendu sous le régime de l'audition libre. Maître, il y a eu les images. J'étais là. Oui. Il y a eu les images qui ont choqué. Il y a aussi ce qu'on entend dans la vidéo. La balle dans la tête. Shoot-le. On va entendre. On peut les écouter peut-être. On va entendre effectivement cet extrait. C'est très court. Entendre les mots qui sont prononcés. Vous nous direz peut-être par qui on écoute. Coupe, dépêche-toi, tu vas prendre une balle dans la tête. Qui dit ça? Alors, tu vas prendre une balle, moi je l'entends pas. Je l'entends pas. J'attends que ce soit démontré que ce sont ces termes. Que vous a dit votre client? Mon client me dit qu'il n'est pas l'auteur de ces paroles et que jamais il a dit ça. En revanche, en procédure, enfin nous allons voir, il y a peut-être une autre expression qui expliquerait ce que vous pensez entendre. Quelle expression? Là, on est dans le fond du dossier. Excusez-moi, mais le fond on du y dossier... est depuis tout à l'heure, maître. Pardon? On y est depuis tout à l'heure. Non, non. Là, on a la vidéo, on a aussi le son. Vous avez d'autres vidéos où il y a le son? Non. Donc il n'y a que ça. Donc vous pouvez nous dire ce que vous interprétez? Non, je dis simplement qu'il y a un vrai doute sur la nature des propos. Il y a des expertises qui ont été faites. Je ne vais pas dire par qui, je ne vais pas dire quels ont été les résultats. C'est pleinement du secret de l'instruction, mais nous allons en débattre assez vite dans le... Mais en tous les cas, votre client dit que c'est pas lui qui les a prononcés, donc son collègue les aurait prononcés. Voilà, ce n'est pas lui qui les a prononcés, et il y a un vrai doute sur la véracité de ce que l'on a entendu. Mais il y a forcément eu des sommations, puisque c'est la règle. Évidemment. Quelles ont-elles été ces sommations? Quel mot a-t-il dit? Coupe, évidemment. Arrête le moteur. Ça dure 30 secondes. Ça dure 30 secondes, les sommations. Vous ne les avez pas sur la vidéo, mais ça dure 30 secondes. Et shoot-le? Shoot-le, non, pas du tout. Ça n'a pas été dit. Mais non, mais pas du tout. Parce que c'était pour le coup les avocats de la famille qui disaient effectivement qu'eux entendaient aussi ces mots-là, avaient entendu, ou des témoins avaient entendu ces mots-là. Shoot-le, vous dites, ces mots-là n'ont pas été prononcés. Non. Il y a un point qui a été donné ce matin par le procureur. Aucun élément, aucune arme, aucun stup retrouvé dans la voiture. Est-ce qu'il a pu y avoir, pendant la scène que l'on voit, ou avant, des gestes de la part du conducteur, de la part de Nahel, donc, qui ont pu inquiéter, faire peur à votre client? Ah oui, bien sûr, oui. Une volonté de percussion alors qu'il était à moto. Et ensuite, des frôlements de piétons et de cyclistes qui ont fait craindre à mes clients à tout moment un accident. Il faut rappeler que ça roulait fort. La voiture, elle accélère très très fort. Et les policiers à moto ont eu beaucoup de mal à ne pas être décrochés. Est-ce qu'il y a des images de ça, de oui, vidéosurveillance? Il y a des images. Est-ce qu'on aura la... Bien sûr, il y a plein d'images. Elles sont exploitées en procédure. On les aura. Il y a énormément d'images puisqu'il y a énormément de vidéosurveillance sur tout le trajet. Le procureur l'a dit ce matin, effectivement, que toute la scène des heures qui ont précédé avait été filmée par les caméras de vidéosurveillance. C'est là aussi qu'il disait qu'un piéton, un cycliste avait pu être mis en danger au niveau d'un passage piéton. Mathias. Au-delà de ce que vous avez évoqué de cette scène, de sa chronologie, est-ce que, alors là ça concerne plutôt ce collègue fonctionnaire, est-ce qu'il y a un échange de coups entre le deuxième fonctionnaire de police et le conducteur du véhicule? Vous lui demanderez, et c'est de la procédure, enfin là vraiment on est aussi dans le fond du dossier, vous lui demanderez. C'est pas moi qu'il faut demander ça. Ce policier, quels sont ses états de service? Qu'est-ce que vous connaissez de lui, de sa carrière? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait parler de lui? C'est quelqu'un totalement irréprochable, extrêmement bien noté, totalement irréprochable, un policier en qui on peut avoir pleine confiance. Et qui, bien sûr, n'avait jamais tiré sur quelqu'un. C'est la première fois qu'il tirait, qu'il utilisait son arme. C'est la première fois qu'il utilise son arme, y compris lorsqu'il a été déployé alors qu'il était militaire. Dans des théâtres d'opérations extérieures, il n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il y a un débat
depuis 5 ans, voire un peu plus, et qui réapparaît ces derniers jours, c'est le débat autour de cette loi qui encadre les tirs des policiers, loi de 2017. Ces détracteurs disent qu'elle offre aux policiers un permis de tuer. Qu'est-ce que vous dites, vous, à propos de cette loi? Vous nous dites ce soir qu'il a agi dans le cadre de la loi. Est-ce que pour vous, cette loi est une bonne loi et suffisamment claire? Parce que certains dénoncent son flou. Alors je ne cesse de dénoncer cette loi parce qu'elle est incompréhensible et elle est inapplicable pour le juriste puisqu'elle est bardée de notions qui ne sont pas des notions définies en droit. Être susceptible d'eux, un temps rapproché, tout cela est ridicule. Donc ce texte a été très mal écrit. Je l'ai dénoncé avant qu'il soit promulgué à la commission Cazaux-Charles et à la commission des lois du Sénat. Je leur ai demandé de ne pas le promulguer. Je leur ai dit que c'était une bombe à retardement. On m'a dit, vous avez raison, mais on va le promulguer quand même. Nous en sommes là. 5 ans après, nous avons un texte qui est mal fichu, qui a été mal porté aussi dans la connaissance pour les policiers, parce qu'on leur a donné le message que désormais, ils pouvaient tirer, ce qui était une hérésie, puisque le texte lui-même est auto-restrictif. Dans le chapeau, hein, il faut absolue nécessité et stricte proportionnalité. Donc on leur a donné un message de liberté d'usage de l'arme, alors que c'est le message inverse qu'il aurait fallu donner. La formation juridique des policiers est très insuffisante, leur formation technique est inexistante. Évidemment, il y a beaucoup... Y compris pour votre client, pardon? Y compris pour mon client. Pour votre client? Y compris pour mon client, bien sûr. Il n'aurait jamais dû se mettre là. Alors, vous savez, en gendarmerie... Attendez. Il n'aurait jamais dû se mettre là. Ça veut dire que... et on voit encore à nouveau ces images-là ce soir. Ça veut dire que d'avoir les 2 policiers du même côté de la voiture, qui touchent la voiture, qui sont à bout portant sur le conducteur, sur Naël, comment dire, cette intervention n'est pas dans les règles, n'est pas dans les normes, n'est pas dans ce qu'il faudrait faire? Ce qu'on apprend en gendarmerie, c'est qu'on ne dépasse pas les portières arrière de la voiture tant que la situation n'est pas figée. Et on ne va pas évidemment vers l'avant, parce que si on est vers l'avant, on se met en danger. Ce qu'on apprend en police, c'est qu'on vient vers l'avant et on fige la situation par l'avant en braquant l'individu. Ce sont 2 concepts totalement différents et opposés. Évidemment, si vous arrivez vers l'avant de la voiture et que la voiture repart, vous êtes une cible. La difficulté que j'ai dans mes dossiers, et je peux vous assurer que j'en traite des centaines des cas d'ouverture de feu, et la difficulté que j'ai dans mes dossiers, c'est que souvent les policiers se retrouvent eux-mêmes en danger parce qu'ils ont fait une approche qui n'était pas adaptée. Et ça vient de la formation, ça vient d'une formation qui est peut-être un peu ancienne, où on hésitait à écraser un policier. Aujourd'hui, on n'hésite pas. Vous comprenez que ce que vous êtes en train de dire est absolument terrible aussi à entendre, j'imagine, pour la famille. C'est-à-dire que votre client et son collègue sont intervenus de manière inappropriée dans leur positionnement, dans la manière dont ils se passent, et à la fin, on a ce drame absolument terrible et cette balle qui part. Ils sont intervenus comme ils pouvaient et comme on leur a enseigné de le faire. Mal, visiblement. Alors, le problème est systémique. Le problème est systémique, et puis... ils avaient un objectif qui était un objectif légitime, c'est de stopper la voiture. Ils ont pensé en hommes intelligents et doués d'intelligence. Voilà, doués d'intelligence et de sagesse, qu'une fois qu'ils allaient monter sur la voiture et qu'ils allaient braquer cet individu, ils n'allaient pas redémarrer. Voilà, ils ont imaginé ça. Ils se sont trompés. Maître, est-ce qu'il regrette son geste, votre client? Quand vous avez tué quelqu'un, forcément, vous le regrettez. Moi, je ne connais pas un policier ou un gendarme qui soit satisfait d'avoir tué quelqu'un. En revanche, il y a une chose, c'est une chose de regretter d'avoir tué quelqu'un, et c'est une chose de se dire, j'aurais pu faire autrement. Et aujourd'hui, mon client, il dit, j'aurais pas pu faire autrement, parce que j'étais dans une situation où j'étais vraiment contraint de le faire. Aujourd'hui, il y a pas d'autre choix. Il y a un sujet aussi parallèle qui, à mon sens, est important, qui concerne des personnes qui n'ont rien à voir avec cette histoire. La famille de votre client, de ce policier, est-ce qu'ils reçouvent aujourd'hui des menaces? Est-ce qu'une protection particulière est mise en place pour les protéger? Bien sûr, ils sont menacés. Leur identité a été dévoilée, leur domicile a été dévoilé. Ils sont donc soumis à une protection et à des obligations de changement de vie très brutal, et tout cela est, si vous me permettez l'expression, dégueulasse. C'est dégueulasse d'aller menacer la femme d'un policier et son enfant
s'ils ont quelqu'un à menacer, qu'ils le menacent lui, mais qu'on ne touche pas aux épouses, qu'on ne touche pas aux gens faibles, qu'on ne touche pas aux gens qui n'ont pas les moyens de se préserver, de se prémunir. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Je reviens à la manière dont l'intervention s'est faite, les mots qui ont été prononcés, la tension qu'il y a pu y avoir. Vous concevez que Nahel ait pu avoir très peur au moment de l'intervention? Je vous dis ça parce que, par exemple, Michel Zecler, qui est un producteur de musique, qui avait été roué de coups par un certain nombre de policiers qui étaient rentrés chez lui, toute la scène avait été filmée, dit ce soir « J'imagine la peur qu'a dû ressentir ce garçon de 17 ans avant de mourir ». Alors, à mon avis, il n'a pas eu si peur que ça parce qu'il a décidé de repartir. Il était braqué par 2 armes de poing et il a pris la décision de repartir. Ça veut dire qu'il n'a pas eu si peur que ça de se faire tirer dessus. Ensuite, il avait déjà fait de la garde à vue sur des refus d'obtempérer. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est que de se faire interpeller. Il a fait un gymkhana en mettant tout le monde en danger plusieurs minutes avant de se faire interpeller. Et ça ne l'a pas arrêté pour autant. Il n'a pas décidé d'arrêter. Et quand il avait les 2 motards qui essayaient de le stopper avec le gyrophare et le 2 tons. Donc, est-ce qu'il a eu peur? Ce n'est pas une personne qui, brutalement et de manière innocente, est confrontée à la violence policière. Vous voyez, je pense qu'on parle d'une personne qui avait déjà une certaine expérience. Mais vous avez sans doute entendu, peut-être ce matin, la porte-parole de la police nationale qui disait sur France Inter « Quoi qu'il ait pu faire avant, ça ne justifie en rien ce qui s'est passé là ». Alors, ça ne justifie pas certainement son décès. Parce que rien ne justifie la mort d'un être humain. Rien. Mais il n'y avait pas d'autre moyen de l'arrêter. Et vous savez, si 100 mètres après, il avait tué une famille, on serait en train de pleurer une famille qui aurait été percutée par un véhicule de 400 chevaux, conduit par un type de 17 ans, qui n'avait pas le permis de conduire. Alors on l'aurait pleuré 2 jours, et puis voilà, ce serait passé aux oubliettes. Mais le risque, il était là, et il était à chaque seconde de la progression de ce véhicule. La poursuite, elle dure une vingtaine de minutes, de ce que dit le procureur, c'est ça? Une vingtaine de minutes. Eux envoient des messages sur les ondes, et il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de renfort. Si, il y a des renforts tous les deux. Il y a des renforts qui se dirigent vers le lieu, mais le temps qu'ils arrivent, les renforts, vous savez, la police, elle est assez démunie. Elle est démunie en matériel et en moyens humains. Donc, le temps que les renforts arrivent, les renforts sont arrivés très vite d'ailleurs, juste après le tir. Est-ce qu'il a eu le temps de vous dire s'il avait envisagé l'option de laisser partir la voiture et de la retrouver? Parce qu'une voiture comme ça passe pas inaperçue. Matriculé en Pologne, loué en Pologne, on savait très bien que c'était lui au volant. Ils y ont pensé très souvent pendant la poursuite. Aller le chercher plus tard. À aller le chercher plus tard, mais en même temps, ils se sont dit, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce qu'on va avoir un mort. Et c'est le rôle du policier, c'est de protéger les citoyens. Le rôle du policier, c'est d'arrêter les délinquants et surtout de les empêcher de nuire. Parce que quand ils nuisent, c'est le citoyen sans défense qui reçoit ce véhicule sur la figure. Et donc, à partir du moment où le véhicule faisait n'importe quoi et mettait en danger la vie des autres, le rôle du policier, c'est de l'arrêter. Et il faut le stopper. Et on lui tirant dans le il y a thorax. une balance risque, en fait, une balance entre guillemets bénéfice-risque. Bien sûr. Et est-ce que toutes les courses-poursuites ne se terminent pas par un mort, quelqu'un qui est écrasé? Donc c'est aux policiers de déterminer si véritablement, dans les minutes après, c'est s'il continue tout droit, en gros, est-ce qu'il va écraser quelqu'un? Là, en l'occurrence, non. Donc, on peut estimer que le fait de lui tirer dessus n'était pas d'une ultra nécessité. Pourquoi en l'occurrence non? Non, parce que ce que je veux dire, c'est que s'il avait, vous me dites, il a fait une idée dans une course-poursuite depuis 20 minutes, a priori, comme ça a été dit par le procureur, il a tué personne pendant ces 20 minutes. Fort heureusement. Fort heureusement. Fort heureusement, exactement. Après, il y a eu un choix en fait qui a été fait par le policier de lui tirer dessus pour l'arrêter et de le tuer. Si ce choix n'avait pas été fait, il aurait peut-être continué pendant 20 minutes et puis il se serait. Je suis pas d'accord. Comme il y a beaucoup de. Aujourd'hui, il y a 620 000 personnes qui n'ont pas de permis de conduire et qui prennent le volant. C'est un énorme problème. C'est un problème endémique en France. Pour autant, on va pas tous leur foutre une balle dans le cœur. Je suis pas du tout d'accord avec votre raisonnement parce que vous oubliez des étapes. Il a fait la course-poursuite, il n'a tué personne. Fort heureusement, c'est pas dû à son fait. Mais personne n'a été touché. À un moment, il a été bloqué dans la circulation. Et les policiers ont fait le choix tactique, puisqu'ils devaient l'arrêter. Ils ont fait le choix tactique de se mettre en danger, de
d'aller au contact de ce véhicule, de le braquer et de figer la situation et de tenter de l'interpeller comme ça. Ils ont essayé de l'interpeller et lui, le conducteur, a fait un choix différent. Il a fait le choix de repartir alors qu'il était braqué par des armes et alors qu'il avait un policier sur le capot. C'est ça la vérité. Ils auraient pu dire, tant pis, Ah, ils auraient pu dire... oui, mais c'est un choix, en fait. Tant pis, s'il m'écrase, c'est pas grave. Non, c'est pas s'il m'écrase, mais se reculer. Je veux dire, ok, délit de fuite, vous avez tout ce que vous voulez, refus d'obtempérer. Vous avez vu les lieux, il pouvait pas se reculer. À 40 cm de lui, il avait un muret. Si ça part en braquant les roues à gauche, c'est fini. Et je pense que ce qui est un peu gênant dans le discours qu'on a eu aujourd'hui toute la journée, c'est effectivement ce type de discours. C'est la culture du tant pis. On a le sentiment que, quelle que soit la situation, de toute façon, pour les gens qui manifestent, pour les gens qui protestent, pour tout un nombre de personnes, c'est tant pis. Géraldine, dans tous les cas, un enfant l'intervention ne doit... Oui, tout à fait. Mais dans tous les cas, il y a aussi des familles écrasées par des délits de fuite. 27 000 délits de fuite par an. Ça, c'est tant pis, effectivement. 27 000. Cette femme qui est morte en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, qui s'est fait renverser par un Porsche Cayenne avec un type au volant qui a tué la mère et les 2 enfants. Et vous voyez, c'est ce qui est terrible, c'est que c'est vrai que si les policiers étaient morts, il en meurt tout le temps. Il en meurt malheureusement des policiers et des gendarmes. Il n'y a pas des émeutes dans toutes les villes de France. Drame, Vous voyez, Franck Labois à Lyon, il s'est mis devant un camion, il a sorti son arme de service, il a braqué et il s'est dit forcément, il va s'arrêter. Mais il ne s'est pas arrêté, il l'a percuté, il l'a traîné sur 30 mètres et il est mort. Maître, je voudrais qu'on entende la mère de Nahel, qui était tout à l'heure l'invité de C'est à vous sur France 5. Voici ce qu'elle disait, notamment à propos de votre client. J'en veux pas à la police. Vous n'en voulez pas à la police? J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas à tuer mon fils. Il y avait d'autres manières de le faire. Il n'avait pas à tuer mon fils. Une balle, si près de son torse. Non. Je peux pas imaginer ça. Je peux pas. Non. Frapper, le faire sortir, oui, il n'y a pas de problème. Mais une balle pour un... Non. Il y a d'autres moyens de les faire sortir. Tuer des petits comme ça, ça va durer combien de temps? Encore combien d'enfants vont partir? Dites-moi encore combien d'enfants vont partir? Combien de mères vont être comme moi? Combien de mères? Ils s'attendent quoi en fait? Qu'est-ce que vous pouvez répondre ce soir, maître, à la douleur de cette mère? Je la partage, on est tous pères de famille, on est tous parents d'enfants. Je partage évidemment sa douleur, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Il n'y a rien de pire. Il n'y a pas de douleur plus intense. Évidemment, je la partage. Mais il y a aussi, évidemment, une vérité, c'est que cet enfant était au volant d'un véhicule extrêmement puissant, extrêmement onéreux, qu'il n'avait pas de permis de conduire, qu'il n'avait pas l'âge pour le passer, qu'il refusait de se soumettre à toute injonction policière, qu'il refusait de se soumettre à toute règle de notre société, et qu'il a pris des risques démesurés. Voilà ce que je répondrais à cette mère de famille. Le parent est chargé de l'éducation de ses enfants. C'est sa responsabilité. C'est dur à dire ce soir. C'est Cette extrêmement... mère qui a perdu son enfant il y a 48 heures. C'est extrêmement dur, maître. C'est extrêmement dur. Comme beaucoup d'autres mots que vous avez pu prononcer ce soir, ils peuvent heurter aussi un certain nombre de personnes qui nous regardent ce soir. Mais il y a deux réalités. Dans c'est dur. C'est un drame pour tout le monde. C'est un drame pour tout le monde. Il n'y a pas plus dramatique que la mort de ce gamin. Il n'y a pas plus dramatique. Mais c'est un drame pour tout le monde. Et il y a quand même 2 réalités. Il y a 2 prises de décision. Et excusez-moi, je suis légaliste et juriste. J'ai d'un côté un policier qui essaie de faire respecter la loi. Et j'ai d'un autre côté un homme qui a violé toutes les règles. Dans la balance... Et on verra à la fin si votre client aussi a violé les règles. Puisque oui, s'il s'est trompé ou si... on verra à la fin. Et vous dites violer les règles pour Nahel, précisément. Là, en l'occurrence, il y a une extinction des poursuites qui seront faites contre lui, de toute façon. Bien évidemment. Mais je dis juste que dans la balance, il n'y a pas une victime qu'on doit porter à qui on doit accorder tous les bienfaits, tous les satisfaits, et un policier qu'on doit clouer au pilori, qu'on doit mettre sur l'échafaud, sur la place publique. Non, la réalité, elle est beaucoup plus
elle est beaucoup plus complexe que ça. Et je crois que dans l'émotion, on juge un peu trop vite ces faits sur la base d'une simple image vidéo. Justement, au-delà de l'émotion, elle pose une question concrète, importante, la maman de Naël. Elle dit pourquoi cette balle dans le thorax? Et c'est vrai que c'est cette question-là aussi qui est importante. Est-ce que c'est un manque de formation là aussi de votre client? Vous nous avez dit que c'est la première fois qu'il avait tiré sur quelqu'un. Comment se fait-il qu'il ne soit pas possible de tirer dans le bras, plus bas, dans la jambe? Expliquez-nous pourquoi ce tir dans le cœur, dans le thorax. Je voulais expliquer. Quand vous regardez le début de la vidéo, vous voyez le canon de cette arme dirigé vers le bas. Et lorsqu'il est poussé, vous voyez qu'il est projeté, d'ailleurs. Il est projeté et vous voyez son arme qui remonte. Ça va très lentement. C'est un mouvement très lent. On voit tout à fait ce mouvement, effectivement, c'est très lent. Donc est-ce qu'il y a un manque de formation aussi, peut-être, de ce côté-là? Le manque de formation, je le dénonce depuis toujours. Donc, évidemment, un policier qui tire 90 cartouches par an en 3 séances, alors qu'il a une arme létale à la ceinture, c'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Mais évidemment qu'il y a un manque de formation. Évidemment que les policiers sont mal formés. C'est une évidence. Maintenant, je ne sais pas s'il avait été mieux formé, s'il aurait pu appliquer un tir de manière plus précise. J'en sais rien. Vous savez, c'est une scène qui est dynamique. C'est quelque chose qui est très complexe, très très complexe à vivre. On verra dans le cadre de l'instruction, il y aura une reconstitution, il y aura des analyses, on décryptera ces images. Est-ce qu'il vous a dit si, après avoir tiré, il a eu le sentiment de l'avoir touché? Est-ce qu'il savait qu'il l'avait touché? Puisque la voiture repart et on a l'impression que lui retourne vers sa moto, ou est-ce qu'il sait qu'il l'a touché? Non, il ne sait pas du tout. Il ne sait pas du tout qu'il l'a touché, et surtout pas dans le thorax. Parce que la voiture s'en va. Il sait qu'il a tiré, c'est tout. Elle va rouler combien de temps, la voiture, encore? Je sais pas. Ouais. C'est quelques dizaines de mètres. Elle s'écrase oui, dans un quelques dizaines de mètres. Donc il ne sait pas vraiment vers où il tire, en fait, si on en croit vos propos, puisque vous dites qu'il ne se rend pas compte dans les secondes qui suivent de là où il a tiré et de... Il sait qu'il a tiré. Après, vous ne voyez pas... Quand vous impactez quelqu'un, quand vous le touchez, vous ne le voyez pas. C'est pas comme au cinéma. Il n'y a pas du sang qui gicle partout, c'est pas vrai, ça fait un trou de 9 mm et le trou est souvent cautérisé en plus par la flamme, donc vous ne voyez pas nécessairement que vous avez touché quelqu'un, sauf s'il tombe. Mais là, en l'espèce, il était assis dans sa voiture, donc je vous dis, ce sont des scènes dynamiques, on est très loin de Julie Lescaut, hein. On est très loin du cinéma. Vous tirez, vous savez que vous avez tiré, vous entendez la détonation, et puis la voiture part, et quand vous allez... retrouver la voiture, là vous voyez qu'effectivement vous l'avez touché. Il lui a fait un massage cardiaque, il a essayé de le sauver. Oui, bien sûr, il a essayé. Il vous l'a raconté? Oui, mais... Oui, ils ont essayé de le sauver. J'ai une dernière question, maître. On va revenir dans un instant à cette troisième nuit de tension que l'on vit ce soir en France. On sera notamment du côté de Marseille. Votre client a connaissance de ce que tout cela a provoqué, de ce qui se passe depuis 48 heures en France. Vous lui avez dit, vous lui avez raconté? Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'il a réagi face à ça? Il est dépassé. Il est complètement dépassé. Voilà. Totalement dépassé. Vous savez, il vivait une vie normale, tranquille, paisible. Paisible. Il a été percuté par ce qui s'est passé, percuté par la garde à vue, qui est une grosse effraction psychologique quand même, la confrontation avec l'institution judiciaire, qui est difficile, qui est douloureuse. Hein. On a passé une mauvaise journée aujourd'hui. Une mauvaise journée. Il y a eu beaucoup de larmes. Il a une télévision en détention? Il en aura une, oui, certainement. Il ne l'a pas encore? J'en sais rien. Je ne suis pas allé avec lui à la prison de la santé ce soir. Hein. Je ne l'ai pas accompagné. Donc, je ne sais pas s'il a une télévision maintenant. Mais évidemment, il a appris les émeutes. Il a appris ce que ça avait généré. Et évidemment, il est totalement dépassé par tout ça. Mais... il ne le gère pas. On ne peut pas le gérer. Psychologiquement, déjà, c'est ingérable. Mais surtout, il n'y peut rien. Il est en détention, il est en prison. Il était maintenu par l'IGPN sous le régime de la garde à vue. Il a couché en cellule. Il a vu des magistrats aujourd'hui. Et puis maintenant, il est dans sa cellule en prison. Il ne gère rien. Il est responsable de rien. Vous voyez, vraiment, il prend ça sur la figure. C'est dévastateur. Bon, il n'est responsable de rien. Vous parlez de ce qui se passe maintenant. De ce qui se passe maintenant. Voilà. Maintenant. Je précise les choses. Non, bien sûr. Merci, Maître Liénard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct sur BFM TV. Merci à vous.